بده يحصل اصلا لهيدا واللي بده اياه. وين هي الدولة اللبنانية ترد؟ وين هي؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. L'actualité locale aujourd'hui, c'est deux lance-roquettes retrouvées ce midi à Balouné dans le Kesserwan. Cette découverte intervient après la violente explosion qui a secoué cette nuit la région de Kahale Araya. C'est dans le Mont Liban. Une roquette de type Grad s'est abattue sur cette région. Un autre projectile n'a pas pu être tiré suite à un problème technique. Le chef de la municipalité de Balouné, où les lance-roquettes ont été découverts, a confirmé ces informations à plusieurs médias, selon une source de sécurité qui a requis l'anonymat. La roquette qui a explosé visait en fait la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le projectile aurait donc manqué sa cible. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le 26 mai dernier, 4 personnes avaient été blessées dans l'explosion de 2 roquettes Grad dans la banlieue sud de Beyrouth. L'organisation islamiste Al-Nosra, classée terroriste par l'ONU, a plusieurs fois menacé de frapper violemment au Liban, notamment dans la banlieue sud, si le Hezbollah ne retirait pas ses combattants de Syrie. Un calme précaire règne dans l'est du Liban après les violences qui ont éclaté hier entre les villages de Ersal et Laboué dans la plaine de la Beka. L'armée libanaise a publié un communiqué qui confirme les tirs de groupes armés contre des soldats lors de manifestations nocturnes dans différentes localités de la Beka. 4 militaires ont été blessés. L'armée exhorte les Libanais au calme et les appelle à ne pas se laisser influencer par les rumeurs et les incidents sectaires. Les tensions entre les villages sunnites et chiites de la Beka se sont récemment accrues, notamment en raison de l'implication du Hezbollah dans le conflit syrien. Pour l'armée, c'est tolérance zéro vis-à-vis des hors-la-loi et de tous ceux qui s'attaquent aux militaires. Pour la 4e fois, le Conseil constitutionnel n'a pas pu se réunir ce vendredi afin d'examiner les 2 recours en invalidation de la prorogation du mandat du Parlement. La raison, toujours la même, un défaut de quorum. Les juges rebelles, 2 chiites et un druze, ont boycotté jusqu'ici les 4 séances du Conseil. Son président, le juge Rissam Sleiman, a rédigé un rapport qu'il a transmis au président de la République, Michel Sleiman, au Premier ministre sortant, Najib Mikati, et au chef de la Chambre, Nabi Berri, qui avait salué la semaine dernière l'absence des 3 sages du Conseil, estimant que leur décision de boycotter les séances découlait d'une volonté de protéger la Constitution et d'éviter la division au sein du pays. Avec nous en plateau, Dr Antoine Sfer, spécialiste en droit international. Bonsoir, Monsieur Sfer. Bonsoir. Alors, partagez-vous le point de vue du chef de la Chambre, Nabi Berri, comme je disais, qui évoque donc une volonté pour éviter la division au sein du pays? Effectivement, il y a 2 volets. Il y a le volet politique. On peut discuter de ce volet, on peut combattre les idées et proposer et faire si vous voulez, des thèses et des antithèses. Mais le volet juridique, il y a une constitution, il y a des textes bien précis, il y a la constitution, la loi qui a constitué le Conseil constitutionnel, qui constitue le contrepoids du système politique, du pouvoir législatif, afin d'étudier la constitutionnalité des lois. Effectivement, le Conseil constitutionnel n'a pas pu prendre une décision au Liban, et ça c'est une première, je peux le dire, mais c'est quelque chose où des points d'exclamation et d'interrogation se posent à ce niveau. Est-ce que les membres qui ont le statut des juges ont le droit de s'absenter, et sous quel prétexte? Est-ce qu'à votre avis, ils ont subi des pressions des forces des politiques ou religieuses? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, dans sa constitution même, c'est-à-dire la loi de 243 promulguée en l'an 2000, a vraiment formé le Conseil constitutionnel tout en donnant ou disposant de textes et d'articles pièges, j'ose dire, où le Conseil constitutionnel, après l'écoulement de 2 délais, le délai de 10 jours pour le rapporteur et de 15 jours pour le Conseil constitutionnel, sa décision pourra être prise sans être prise. C'est-à-dire que le Conseil, même s'il ne prend pas une décision concernant la constitutionnalité de la loi concernée, alors cette loi sera en vigueur et c'est le cas échéant.
Est-ce que, Monsieur Sfer, est-ce que le Conseil pourrait éventuellement se réunir plus tard pour invalider donc la loi de prorogation du mandat du Parlement où les jeux sont faits? Effectivement, il y a deux délais. Il y a le délai de 10 jours pour le rapporteur et à partir de la présentation du rapport par le rapporteur qui est le cas échéant, c'est le président du Conseil constitutionnel, alors il y a 15 jours pour le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce. Dans le cas actuel, il n'y a pas une décision, il n'y a pas un dispositif et le Conseil constitutionnel n'a pas pu se réunir faute de quorum. Alors il faut commencer par là. Est-ce qu'un Conseil constitutionnel doit avoir un quorum et sous quel prétexte le juge, dit membre du Conseil constitutionnel, peut s'absenter? C'est quelque chose vraiment d'étrange qui pose des questions, pas concernant le Conseil constitutionnel, concernant l'esprit du législateur, concernant les pouvoirs du contrepoids, comment notre système parlementaire et démocratique fonctionne, quel avenir pour la démocratie au Liban de par les institutions publiques qui doivent être sauvées et sauvegardées. Et nous sommes ici en quête d'une démocratie, j'ose dire, perdue. Monsieur Sfer, à Beyrouth, le sit-in commencé hier soir à Riyad El Salah continue. Les manifestants protestent contre la prolongation du mandat des députés au Parlement. La manifestation qui a débuté hier soir s'est prolongée toute la nuit. Un nouveau rassemblement est prévu aujourd'hui à 18 h. Je vous propose ce reportage. À Riyad El Salah, dans le centre-ville de Beyrouth, le sit-in continue. Des dizaines de manifestants protestent par leur présence contre la prorogation du mandat des parlementaires jusqu'à novembre 2014. Le mandat des députés au Parlement a été prolongé d'1 an et demi, ce qui est un nouveau coup contre la République. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici hier. Le plan était de passer le barrage et d'aller protester pacifiquement devant le Parlement. Mais la police a utilisé la force contre nous. Nous avons donc décidé de monter des tentes et de rester ici. C'est 1 an et demi de plus. Nous n'allons pas les laisser tranquillement sur leurs chaises, c'est illégal. Hier, une centaine de personnes se sont rassemblées sur la place des Martyrs. Le mouvement a fait marche vers le Parlement avant d'être stoppé par les forces de l'ordre aux abords de la place Riyad El Salah. Quelques accrochages ont alors eu lieu. Les manifestants, pour la plupart des jeunes et des militants de la société civile, sont repoussés à coups de bâton. Ils ripostent alors en jetant ce qu'ils ont sous la main, comme des bouteilles d'eau. Selon les organisateurs de la manifestation, entre 6 et 7 personnes ont été blessées. Une fois le calme revenu, les organisateurs s'activent et se préparent avec les manifestants à passer la nuit. Des tapis sont mis au sol, des tentes sont installées et des encas sont distribués. À minuit, le Parlement sera un Parlement illégal. Ceci va à l'encontre de la Constitution et de la volonté des Libanais. Nous voulons dire à ceux qui contrôlent la place autour du Parlement que c'est un espace public et que c'est notre droit d'y aller. Peu après minuit, les manifestants commencent à chanter et danser. C'est à ce moment que les forces de l'ordre font mine de placer des fils barbelés pour bloquer l'accès au gouvernement. Face à la réaction des protestataires, ils retirent les barbelés, mais les replacent quelques temps plus tard. Nous avons décidé de rester ici parce que ce qui se passe est illégal et anticonstitutionnel. Les députés sont des usurpateurs d'autorité désormais. Nous appelons les gens à nous rejoindre parce que nous allons rester là. La législature de 4 ans s'est achevée jeudi, mais le Parlement a décidé fin mai de reporter les législatives. En cause, la tension dans le pays et plusieurs incidents sécuritaires liés au conflit syrien. Le pays n'a pas connu de prorogation de la sorte depuis la fin de la guerre civile en 1990. Alors, Monsieur Sfer, vous êtes toujours avec nous en plateau. Comment avez-vous perçu ces manifestations, ces manifestants qui appelaient notamment hier au départ du régime? Effectivement, c'est le droit sacré de manifester, de déclarer leur position. C'est toute une génération qui défend la démocratie et qui vraiment s'attache à des valeurs peut-être perdues dans ce pays après tout ce qu'on a eu. Il y a des real politics, mais le problème que les gens n'acceptent pas une prorogation de cette façon-ci. Le prétexte de force majeure n'est pas très valide dans ce sens. Il y a, comme je vous ai dit la fois passée, il y a 3 conditions pour la force majeure. Il y a l'irrésistibilité, l'extériorité et l'imprévisibilité. Alors si le Conseil constitutionnel avait eu la chance de se réunir, c'était autrement. Il y a eu une prorogation, mais pour d'ordre technique ou d'ordre, si vous voulez, bien limité dans le temps, à partir de 2, 3, 4 ou 6 mois, afin que le Parlement puisse s'accorder sur une nouvelle loi électorale qui peut guider les élections législatives au Liban. Mais est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez que les parlementaires vont réussir à s'accorder sur une loi électorale? On l'a vu, plusieurs réunions des sous-commissions et toujours l'impasse. En effet, il y a un problème intrinsèque
dans le régime politique au Liban, on n'arrive pas à une entente nationale sur les causes majeures, sur l'esprit du régime politique. C'est pour cela que je dis toujours que nous sommes devant un problème de régime, devant des dilemmes institutionnels et constitutionnels. En plus, il y a la question géopolitique qui pèse sur le pays à partir de la Syrie et avec toutes les conséquences qui y sont rattachées. C'est pour cela qu'on attend toujours une amélioration de la situation, une portée économique plus vive, mais malheureusement jusqu'ici je suis pas optimiste pour les chers téléspectateurs, mais je suis très réaliste. Dans ce processus, nous sommes devant une impasse politique qui pourra emmener à une impasse sécuritaire et les élections présidentielles aussi seront en jeu. Monsieur Sfer, est-ce que vous soutenez ces manifestants qui donc défilent toujours dans les rues pour réclamer la chute du régime et donc le départ du Parlement actuel? Oui, en tant que membre de la société civile et des organisations non gouvernementales, je suis avec à 100%, mais j'ai un petit conseil à nos amis là, qu'il ne faut pas amalgamer les choses, il ne faut pas citer des choses concernant l'état civil, le mariage civil, l'abolition du confessionnalisme politique. Tout ça n'est pas le problème. Le problème actuellement, on a un Parlement qui est à partir d'aujourd'hui, qui a la portée légale, mais il a un problème de portée légitime à partir que la procuration donnée par le peuple pour 4 ans a été prorogée d'une façon qui n'est pas très... Et quelles répercussions, à votre avis, sur les relations du Liban avec la communauté internationale? Est-ce que cette prorogation illégale, selon certains, pourrait avoir donc des répercussions? Oui, sûrement. Il y a le système politique est en état de caducité. Et le problème démocratique doit produire de nouvelles générations, de nouvelles figures, de nouvelles idées. Actuellement, nous sommes en état de stagnation politique, même s'il y a des forces majeures, même s'il y a des cas fortuits, comme on appelle en droit, il y a des problèmes concernant la vie démocratique au Liban. Ça, c'est un problème qui doit être résolu par l'aide de la communauté internationale. Nous sommes devant un gouvernement démissionnaire, nous sommes devant un Parlement qui est légal mais pas très légitime, où sa légitimité est un peu sapée ou diminuée. Oui. Et nous sommes devant des élections présidentielles dans quelques mois qui ne pourront pas aboutir à un nouveau président à cause des problèmes politiques et géopolitiques qui pèsent sur la scène libanaise. Docteur Antoine Sfer, spécialiste en droit international, merci d'être venu sur notre plateau pour commenter les derniers développements politiques au Liban. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Les rebelles syriens ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire s'ils n'obtenaient pas d'armes lourdes pour protéger les zones civiles. À la veille d'une réunion à Doha de 11 pays soutenant l'opposition, l'armée syrienne libre a réclamé des missiles anti-aériens et anti-chars et une zone d'exclusion aérienne. L'opposition s'engage à veiller à ce que ces armes ne tombent pas aux mains de groupes extrémistes, comme le craignent plusieurs pays occidentaux. Après la reprise par l'armée de plusieurs secteurs rebelles, le régime masse ses troupes en vue d'une offensive autour de Damas, dans la région d'Alep et dans le centre du pays. On écoute Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. On a bien vu qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, ne serait-ce que la déclaration qui a été faite par le président russe juste après le G8, disant que, après tout, si des armes étaient commandées par Bachar el-Assad, la Russie les livrerait. Donc on a encore beaucoup de travail devant nous, mais on va essayer samedi prochain, samedi matin, de faire le point sur la situation sur le terrain et de voir comment on peut aider la coalition et déboucher sur une solution politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui sont tués en Syrie. La France n'a pas changé de position. La France dit que peuvent être présents à cette conférence tous ceux qui ont une position utile. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une position utile? C'est d'abord accepter quel est l'objet de la conférence. L'objet de la conférence, qui a été réaffirmé d'ailleurs au G8, c'est mettre sur pied un gouvernement de transition par consentement mutuel, et ce gouvernement de transition devant être doté de tous les pouvoirs exécutifs. C'est ça l'objet de la conférence de Genève. L'Iran n'a pas accepté que ce soit le but de la conférence d'y participer. Si la nouvelle présidence iranienne fait des déclarations expresses pour aller en ce sens, nous verrons quelle est la position. Mais notre position est restée la même. En même temps, bien évidemment, par rapport au nouveau président iranien,
Nous sommes en même temps très vigilants et ouverts, mais nous restons très vigilants. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Turquie, 18 membres d'une formation d'opposition ont été inculpés pour leur participation au mouvement anti-Erdogan. Ils sont poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste et destruction de biens publics et risquent plusieurs années de prison. La capitale Ankara a de nouveau été le théâtre tôt ce matin d'affrontements entre manifestants et policiers anti-émeutes. Benjamin Netanyahou appelle les Européens à se montrer aussi fermes qu'Israël et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien. C'est le message que le Premier ministre israélien a transmis à Catherine Ashton lors d'un entretien avec la chef de la diplomatie européenne à Jérusalem. Israël ne peut pas laisser l'Iran se doter d'armes nucléaires, selon Netanyahou, qui a également appelé la communauté internationale à continuer à faire pression. Le gouvernement grec est menacé de scission à cause de la crise de l'audiovisuel public. Aucun accord n'a pu être trouvé jeudi soir à la fin d'une réunion entre les trois partenaires de la coalition. La troisième depuis la fermeture de la radio-télévision publique. Le parti gauche démocratique pourrait quitter le gouvernement. Au Brésil, pas moins d'1 million de manifestants se sont emparés des rues des principales villes depuis hier, notamment pour réclamer des services publics de qualité. De violents affrontements avec la police ont éclaté par endroits. Pour l'heure, un manifestant est mort par accident. Voilà plus de 10 jours que les rues brésiliennes résonnent au pas des manifestants. De Brasilia en passant par Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Belém, au moins 1 million de personnes défilent dans les grandes villes du pays. Plus de 10 jours marqués par des affrontements avec la police, des dizaines de blessés et un premier mort. Dans le sud-est, près de Sao Paulo, un manifestant est mort hier soir, renversé par une voiture dans une rue bloquée par des protestataires. Face à cette marée humaine, la présidente Dilma Rousseff a annulé un voyage officiel au Japon la semaine prochaine. Ce matin, elle a convoqué une réunion de crise avec ses ministres les plus proches, alors que sa cote de popularité est en chute. À l'origine du mouvement, une augmentation des tarifs des transports en commun. Malgré le pas en arrière du gouvernement qui a annulé la hausse des prix, la colère des Brésiliens semble débridée. Leur slogan dénonce désormais la corruption, la déficience des services publics ou encore la facture extrêmement salée du mondial de football prévu pour 2014. C'est bien plus qu'une histoire de 20 centimes. Il s'agit d'éducation, de santé. C'est tout un ensemble de facteurs. Nous faisons cela pour un pays plus juste, un pays avec moins de pauvreté. À Rio de Janeiro, plus de 300 000 manifestants sont descendus défiler. Après un début de marche pacifique, des heurts violents ont éclaté. La police a notamment lancé des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre un groupe de manifestants radicaux. Au moins 40 personnes ont été blessées, dont un journaliste. Et dans la capitale, Brasilia, les manifestants s'en sont pris au ministère des Affaires étrangères, refoulés de justesse par la police. Les affrontements ont fait une trentaine de blessés. J'espère qu'il y aura une réponse du gouvernement sur tous les points pour lesquels nous protestons. Ce que nous voulons, c'est la justice et un meilleur Brésil. Ce mouvement de contestation sociale, le plus important depuis 20 ans, semble loin de l'essoufflement. Il se mobilise sur les réseaux sociaux et est surtout animé par des jeunes de la classe moyenne qui rejettent toute étiquette politique et sans leader clair avec qui négocier. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à demain. وين هي الدولة اللبنانية تردواني